Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Voici les titres. Pendant que les responsables de la CSTB et de la FECENTRA Finance donnaient de la voix à Porto Novo, les secrétaires généraux des autres centrales syndicales étaient au palais de la Marina à la rencontre du président Patrice Talon, tenant et aboutissant de ces échanges avec l'un des participants. Les apprenants de l'école primaire publique de Gbodjetan, située dans la circonscription scolaire de Begama, souffrent le martyre. Zoom sur leurs conditions de travail exécrables en début de saison pluvieuse avec Morille Agua. Polémique au sujet de la suspension du nouveau décret anti-migratoire qui interdit aux ressortissants de 6 pays musulmans d'entrer aux États-Unis. L'administration Trump a annoncé sa volonté de faire appel. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre sur Eden TV. Les partenaires sociaux étaient hier jeudi face au président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, accompagné de certains membres de son gouvernement. Ils ont, au cours de la rencontre, débattu des problèmes socio-économiques auxquels la population est confrontée. Des problèmes qui, selon les centrales syndicales, sont les résultantes des réformes entreprises par le gouvernement. Emmanuel Zounon, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, nous fait ici le point au micro de Laurent Tonéikes et de Denis Maroya. Nous avons demandé à rencontrer le gouvernement parce que nous ne voulons plus faire le syndicat de rue. Nous voulons faire un syndicat qui répond aux normes. C'est pour cela qu'on a demandé à rencontrer le chef de l'État pour discuter avec lui des questions de liberté, la question de liquidation des entreprises et de la privatisation, le Fonds monétaire international, la cherté de la vie, et puis les lois liberticides qui sont envoyées au Parlement par personnes interposées. Et c'est sur ces questions que nous avons rencontré le chef de l'État et nous lui avons dit clairement le mécontentement du peuple. Parce qu'aujourd'hui, tout coûte cher. Donc nous avons montré au chef de l'État que la pression fiscale, l'impôt est une taxe sur le salaire. Il faut que l'État renonce à la pression fiscale. Il y a également la question de la vignette que nous avons discutée avec le chef de l'État. Globalement, le chef de l'État a reconnu que la situation n'est pas bonne. Et comme d'habitude, il a dit qu'il faut attendre deux ans pour voir les résultats des réformes, etc., etc. Mais sur la question des libertés, il a reconnu tout au moins qu'il y a eu des dérives avec les étudiants, de même qu'il y a eu des dérives au niveau des déguerpissements. Globalement, nous avons vu qu'il faut maintenir le dialogue entre toutes les parties. Il faut maintenir le dialogue entre toutes les parties, mais il faut que radicalement le président de la République change de politique parce que sa politique sociale n'est pas du tout bonne. Nous allons continuer par mobiliser notre base pour une marche pour exprimer le mécontentement des travailleurs. La marche était effectivement prévue pour le 24 prochain, mais comme le chef d'État a décidé de nous recevoir encore le 24 prochain, nous reportons notre marche à une autre date et on attend la rencontre fatidique du 24 pour en décider. Les uns au palais de la Marina à Cotonou, les autres au palais des gouverneurs à Porto Novo. Le mouvement syndical béninois était en effervescence ce jeudi 16 mars. Sur l'esplanade de l'Assemblée nationale, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et de la FECENTRA Finance ont dénoncé ce 16 mars 2017 par le moyen d'un sit-in ce qu'elles considèrent comme un projet de dilapidation des acquis des travailleurs à travers 2 propositions de loi prochainement en étude au Parlement. Une motion a été lue dans ce sens et remise au directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. On écoute un extrait de la déclaration. Considérant les luttes multiformes et les énormes sacrifices consentis par le peuple en général, les élèves, les étudiants, les travailleurs en particulier, pour arracher des griffes du parti État PEPB, les libertés et le paix. Considérant toutes les violations de la Constitution du 11 décembre 1990 et des libertés fondamentales par le président de la République, considérant que l'objectif des réformes institutionnelles actuelles
y compris surtout la révision en catimini de la Constitution par le président Talon, vise à terme à ligoter le peuple et le privatiser de ses droits fondamentaux pour surtout légaliser la privatisation de l'administration publique par l'utilisation des collaborateurs extérieurs sous contrat avec l'État, précariser davantage l'emploi et instaurer un régime policier par la systématisation de l'espionnage d'État sur les citoyens. Les participants au sit-in initié par la CSTB et la FECENTRA Finance ce jour, 16 mars 2017, protestent contre les propositions de loi scélérates introduites par vous, élus du peuple, exigent le retrait pur et simple par les initiateurs de ces propositions de loi qui mettent le peuple, notre pays en danger, y compris vous-même, les députés, si on connaît la méthode de fonctionnement et de télécommande du dit compétiteur né, Patrice Talon. Exhorte la majorité des députés à se démarquer des dits initiateurs de ces différentes lois et à les rejeter pour ne pas inscrire leur nom sur les pages sombres de l'histoire de notre pays pour les générations futures. Au registre politique, l'ancien ministre des Finances Komi Kouché est sorti de son mutisme ce lundi. C'était la première fois qu'il s'exprimait depuis la fin du mandat de l'ex-président Boni Yayi. Le dernier des argentiers du régime défunt a accordé un entretien de 120 minutes à nos confrères de Canal 3 Bénin, entretien au cours duquel il a donné son avis sur la vie politique actuelle sous le régime du président Talon. Quelques citoyens béninois donnent ici leurs avis. Vous savez que c'est un monsieur qui a été toujours brillant quand il parle. Donc, je n'ai pas bien suivi, mais je sais qu'il s'est quand même exprimé par rapport à la situation du pays, à ce qu'il connaît de l'économie béninoise, par rapport à la politique et à sa fidélité vis-à-vis de l'ancien chef de l'État, M. Yayi Boni. Donc, je suis très fier de lui. Et concernant le ministre, l'ancien ministre et Kountié, oui. Il a fait ses preuves avec l'ancien président de la République, Boni Yayi. Bon, en son temps, ils ont fait la récréation à leur manière. Hein? Ils ont fait la récréation à leur manière, en leur temps. Mais le résultat est escompté, mais ils n'ont pas eu leur moyenne. Lui, il peut avoir sa moyenne, mais quand on prend le gouvernement entier de Yayi Boni, mais ils ont échoué. Ils ont échoué en leur temps. Ils ont échoué, lamentablement. Et c'est ça qui fait que ce nouveau gouvernement doit décoller, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ils ont tout mélangé en leur temps. Et c'est dangereux pour le pays. Donc, vous voyez, la théorie est différente de la pratique. Je sais que les Béninois, les intellectuels béninois, ils sont des théoriciens. Vous voyez, ils sont théoriciens, ils ne sont pas praticiens. Sur le terrain, ils font le contraire des choses. C'est ce qu'il a eu à faire. Si c'est pour faire les démonstrations en théorie, ils sont bien. Les Béninois sont bien. Mais en matière de pratique, ils sont nuls. Et c'est ça qu'ils faisaient depuis des années. Vous voyez? Donc il faudrait que maintenant ça change. C'est de bonnes guerres de propos des économistes, monsieur le journaliste. Moi, j'ai le sentiment de satisfaction. Vous imaginez, dans ce pays, c'est les membres de ce gouvernement qui ont livré au peuple béninois, le gouvernement Yayi Boni, d'avoir fait une gestion calamiteuse. Ils ont peint tout ce que Yayi Boni a fait en noir. Et le peuple a dit, ah, si c'est ça, nous allons vous suivre, on va prendre responsabilité. Donc, jusqu'à la sortie de Komi Kouché, selon ce que les membres de ce gouvernement, je ne vais pas citer leur nom, ont dit au peuple, c'est eux qui ont raison. C'est Yayi Boni qui nous a fait souffrir pendant 10 ans. Et parmi nous, il y a des gens qui sont sacrifiés. Des diplômés ne peuvent plus aller aux différents examens à cause des conditions d'âge. Et les chômeurs sont énormes. Les droits sont confisqués. La gestion calamiteuse, concours frauduleux, tout ce qu'on a dit de ce monsieur. Et qu'après 10 mois de silence,
ce monsieur se présente gaillardement à Canal 3 jusqu'à parler avec cette éloquence. Moi, je le félicite et je lui souhaite bon parcours. Il est un garçon. Et je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, les apprenants de l'école primaire publique de Gbodjetin, située dans la circonscription scolaire de Begama, sont confrontés en saison pluvieuse à d'énormes difficultés. Le bâtiment abritant les salles de classe, construit par le génie militaire sous le régime précédent, ne résiste pas aux intempéries. Les conditions de travail en saison pluvieuse sont tout simplement exécrables. C'est le constat fait par Mori Agua et Romaric Devoshi. Primaire publique Gbodjetin, traduction littérale lieu de repos. Ce nom contraste avec le quotidien des occupants de ce module de 3 classes qui travaillent la peur au ventre. Réalisé par l'État béninois sous le régime du président Boni Yayi et construit par le génie militaire, ce module a atteint une vétusté précoce en dépit de son coût de réalisation estimé à plusieurs millions de francs CFA. Il ne peut en être autrement si l'on observe de près les matériaux utilisés dans l'érection de ce bâtiment. La directrice d'un groupe pédagogique parle du calvaire des écoliers et des enseignants. C'est un bâtiment qui est l'œuvre de Yayi Boni, érigé en 2008. Donc, actuellement, le bâtiment est devenu branlant, le toit ne tient plus, il fait excessivement chaud dans la salle. Quand il pleut, la salle est inondée. Le plancher du sol ne tient plus. La proximité du terrain de football avec ce module de classe dépourvu par endroit de fenêtre expose au quotidien les écoliers et les maîtres à des perturbations. D'autres éducateurs se substituent aux maçons en fermant les trous par endroits avec des briques ou par des feuilles de tôle. Nous sommes confrontés à un grave problème d'insécurité puisque, disons que les fenêtres ne tenant plus, qui ont été remplacées par des clés. Il y a des ouvertures et quand les gens jouent sur le terrain, la balle arrive facilement à pénétrer dans la salle. Donc là, on voit que les enfants sont exposés à des coups de balle, ainsi que le maître. Les directeurs des groupes pédagogiques lancent ici un appel au nom des écoliers. J'aimerais bien qu'on puisse nous changer carrément ce bâtiment qui est brûlant. Le travail est interrompu quand il pleut. En saison de pluie, on a des difficultés à dérouler les activités pédagogiques. Nous souhaitons vivement une aide d'urgence pour remplacer ce bâtiment. Nous lançons un appel vivement aux autorités, à toute personne de bonne volonté. Si l'on est d'accord que chaque enfant qu'on enseigne est un être qu'on gagne, on ne saurait atteindre de bons résultats scolaires dans des conditions piteuses. Vivement la réaction des autorités. Actualité hors du Bénin, l'administration Trump a annoncé jeudi son intention de faire appel de la suspension de son second décret anti-migratoire qui interdit aux ressortissants de 6 pays musulmans d'entrer aux États-Unis. On écoute Sean Spicer, porte-parole de la Maison Blanche. We intend to appeal the flawed rulings. Nous avons l'intention de faire appel de cette décision erronée. Le danger est réel et la loi est claire. Le président est élu pour réformer notre vieux système migratoire. Il continuera d'exercer son autorité constitutionnelle et ses responsabilités présidentielles pour protéger notre pays. Au moins 42 personnes, des civils pour la plupart, ont été tuées et une centaine blessées jeudi dans des raids aériens sur une mosquée du village d'Al-Djiné dans la province voisine d'Alep au nord de la Syrie. Les militaires américains ont reconnu avoir effectué une frappe dans le nord de la Syrie contre Al-Qaïda, mais ni avoir délibérément visé la mosquée. On écoute Ahmad Dib, conseiller municipal et témoin de
de l'attaque. Comme vous le savez, cette zone et cette mosquée où il a lieu des cours d'études du Coran ont été prises pour cible alors que des fidèles de ce village étaient présents à la prière du soir. Cette mosquée a été visée par des avions inconnus, soit des avions de coalition, soit des avions russes. Surnommée la princesse des dinosaures, une descendante d'une famille royale indienne consacre son existence à la préservation d'un site où des milliers de fossiles de dinosaures ont été découverts. Reportage. Il l'appelle la princesse des dinosaures. Membre d'une famille royale indienne, Alia Sultana Babi conserve des milliers d'os et d'œufs de dinosaures non éclos sur la terre de ses ancêtres, dans l'état du Gujarat. On reconnaît que c'est un fossile grâce aux lignes fibreuses qu'on voit ici. On peut voir de tout petits pores, même aujourd'hui, après 65 millions d'années. Découvert au début des années 80, ce terrain abrite des fossiles vieux de plusieurs millions d'années. Babi expose sa collection personnelle dans son palais royal, construit en 1883, où sa famille loue quelques chambres aux touristes en quête d'une expérience à la Jurassic Park. L'un des clous de sa collection, cet œuf de Titanosaurus. On l'a trouvé chez une villageoise. Elle l'utilisait pour moudre son masala, donc je l'appelle tendrement mon œuf masala. La princesse est mordue de dinosaures depuis qu'elle a accompagné des géologues étrangers sur le site. Elle était la seule à pouvoir les guider en anglais. Depuis, elle a dédié sa vie à la conservation du parc et se présente comme une paléontologue amateur. Pour moi, ce sont mes sujets et je dois les protéger. Et mon objectif principal est de protéger le site du vandalisme et de le promouvoir. Ces dinosaures en fibre de verre sont les répliques des fossiles découverts ici. Parmi eux, une nouvelle espèce, le Rajasaurus narmadensis, vieux de 67 millions d'années. C'est la fierté du Gujarat. Cette espèce y a été cantonnée lors de la dérive des continents. Il a une couronne de cornes sur la tête, donc on l'appelle Rajasaurus. Raja, ça veut dire roi en hindi. Le parc accueille près d'1 millier de visiteurs par jour. Mais le site même des fossiles, désormais propriété du gouvernement, est négligé par l'État du Gujarat, aux grandes dames de la princesse des dinosaures. Et nous ouvrons la page sport de cette édition. Un nouveau président pour la CAF, Confédération africaine de football. Son nom, Ahmad Ahmad. Il a été élu hier, jeudi, au congrès électif de l'instance qui a eu lieu en Éthiopie. Les réactions de quelques citoyens béninois à ce propos, c'est avec Fréjus Serlan. Le Malgache Ahmad a été élu jeudi à la surprise générale président de la Confédération africaine de football, CAF, lors d'une élection l'opposant au Camerounais Issa Hayatou, qui dirigeait l'organisation depuis 1988. À l'annonce des résultats officiels, les points victorieux se sont levés et une clameur a éclaté dans la salle, rassemblant les représentants des fédérations africaines, votant 34 voix pour Ahmad contre 20 pour Hayatou. Relativement méconnu par rapport à son adversaire, Ahmad a déjoué la plupart des pronostics en obtenant un mandat de 4 ans à la tête de la CAF. Hayatou, 70 ans, dernier dignitaire du foot mondial épargné par les affaires qui ont emporté Sepp Blatter et Michel Platini en était le favori. Quand vous essayez de faire quelque chose, vous devez croire que vous pouvez le faire. Si je ne pouvais pas le faire, je ne me serais jamais présenté. Issa Hayatou avait évoqué jeudi matin une expérience et une sagesse inégalée, tandis qu'Ahmad, ancien joueur, entraîneur et ministre de la pêche de son pays, avait mené campagne en promettant une transparence dans la gestion de la CAF et la fin des pratiques obsolètes. Une alternance normale, un changement de génération. J'avais toujours dit que beaucoup de présidents de fédération ont changé, se rajeunissent. Ça nécessite automatiquement un besoin au sein de la Confédération d'un changement de leadership aussi. C'est tout à fait normal. Je crois qu'il n'y a rien d'étonnant sur ce côté-là. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas protéger ce qui est acquis pour nous. Moi, j'estime que jusqu'à maintenant, le fait est là. La CAN se déroule tous les 2 ans. Moi, j'ai déjà annoncé dans mon programme, il va y avoir une réflexion approfondie. Ce n'est pas dans l'immédiate. Mais cette année même, je vais ouvrir des chantiers, réunir les grandes stars africaines pour discuter avec eux de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils peuvent apporter
pour le football africain. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, était présent à Addis Abeba pour assister au vote et des rumeurs ont fait état de son soutien non déclaré publiquement à Ahmad Ahmad. Le patron du foot mondial, dont l'éventuelle influence dans l'élection reste à établir, y aurait vu un moyen de prendre sa revanche contre Hayatou, qui avait soutenu Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa lors de l'élection à la présidence de la FIFA en février 2016. Et comme vous avez pu le constater, vous avez suivi la réaction du tout nouveau président de la CAF. Ahmad Ahmad remplace donc Issa Hayatou qui a subi un échec plutôt inattendu. À la tête des instances fêtières du football international, après Sepp Blatter poussé vers la porte de sortie de la FIFA en 2015, Issa Hayatou tire sa révérence le 16 mars. Le Camerounais a subi un échec cuisant, le premier de sa longue carrière au poste de président de la Confédération africaine de football. Face au Malgache Ahmad Ahmad ce jeudi aux élections de la CAF, Hayatou n'a obtenu que 20 des 54 voix du continent, les 34 autres ayant été raflées par son adversaire. Hayatou qui quitte la tête de la CAF, c'est une page de l'histoire du football africain qui se tourne. Élu pour la première fois en 1988, le Camerounais n'avait de cesse de consolider son pouvoir sur le continent. Le point culminant de ce parcours fut l'intérim de la présidence de la FIFA assumée entre 2015 et début 2016, pendant la période de suspension de Blatter. Du temps d'Issa Hayatou, on retiendra néanmoins la création de nombreux tournois comme la Coupe d'Afrique des Nations des Femmes. C'est également durant son règne que l'Afrique a décroché et organisé pour la première fois depuis 1930 une Coupe du monde de football. L'Afrique du Sud doit encore se rappeler du tournoi qu'elle a accueilli en 2010. Mais sa longévité dans le fauteuil de la CAF a fini par lasser. C'est le 8e mandat, celui de trop, après lequel il courait, qui a fini par l'emporter, non sans rappeler la triste fin d'un certain Sepp Blatter au sommet de la FIFA. C'est peut-être une nouvelle norme. Les instances de football ressentent de plus en plus un besoin de renouvellement. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.